Elle n'était qu'une femme de ménage invisible, aux yeux du millionnaire. Mais lorsqu'elle parla en allemand au téléphone, il devint intrigué. Le lendemain, elle fut appelée dans le bureau de la présidence. Et ce qui s'y passa changerait tout à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Élise ajusta le badge de son uniforme bleu marine tout en poussant son chariot de nettoyage le long du couloir du 12e étage de l'hôtel Palais International. Ses mains, protégées par des gants en caoutchouc, serraient fermement le métal chromé du chariot, comme si elle pouvait y trouver un certain soutien pour ses rêves, de plus en plus lointains. L'horloge indiquait 15h45, et elle devait encore nettoyer 3 suites exécutives avant la fin de son service. Diplômée en relations internationales de l'Université de Marseille, Élise gardait dans son sac, caché dans le vestiaire du personnel, bien plus que des produits de nettoyage. Entre les pages de ses cahiers d'allemand, elle conservait également les factures impayées du mois et un certificat de compétence en 3 langues qui, jusqu'à présent, ne lui avait ouvert aucune porte sur le marché du travail. Un jour, de plus un combat de plus, murmura-t-elle en allemand, une habitude qu'elle avait développée pour pratiquer la langue pendant ses longues heures de travail. Madame Mireille, la gouvernante de l'hôtel, passait à ce moment-là et leva les yeux au ciel en l'entendant. Élise, encore avec cette manie, « Je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps à étudier cette langue impossible. Tu devrais te concentrer sur l'économie d'un peu d'argent, ma fille. Trop rêver n'apporte que de la frustration. » commenta la gouvernante, ajustant son propre uniforme impeccable. Élise sourit poliment, déjà habituée à ces commentaires. « Chacun a sa façon de persévérer, Madame Mireille. La mienne est celle-ci. » En entrant dans la première suite, Élise commença sa routine méticuleuse. Tandis qu'elle changeait les serviettes et organisait les produits d'accueil dans la salle de bain, son esprit vagabondait vers le cours d'allemand qu'elle aurait ce soir-là. 3 ans d'études autodidactes, économisant chaque centime possible pour payer les cours particuliers avec le professeur Lambert, un retraité allemand qui avait été charmé par sa détermination. Le son de son téléphone vibrant dans la poche de son uniforme interrompit ses pensées. Normalement, elle n'aurait pas répondu pendant son service, mais le numéro du professeur Lambert clignotant sur l'écran fit accélérer son cœur. Elle avait passé l'examen de compétences en allemand la semaine précédente et le résultat n'était pas encore sorti. « Guten Tag, professeur Lambert », répondit-elle à voix basse, essayant de contenir son anxiété. La voix joyeuse du professeur à l'autre bout de la ligne fit perler des larmes à ses yeux. « Élise, mein beste Schülerin. Félicitations, vous avez obtenu la note maximale à l'examen de compétences. Votre allemand est impeccable, digne d'une native. » Élise couvrit sa bouche de sa main, essayant de contenir un cri de joie. 3 ans de dévouement, des nuits blanches à étudier après les cours, des week-ends à pratiquer les conjugaisons pendant que d'autres s'amusaient. Tout cela en avait valu la peine. « Danke schön, Professeur, ich kann es nicht glauben », s'exclama-t-elle en allemand, oubliant momentanément où elle se trouvait. Sa voix résonna dans le couloir luxueux, réverbérant entre les murs décorés et de papier peint italien. C'est à ce moment qu'elle remarqua une présence. Un homme grand en costume impeccable se tenait à la porte de la suite, l'observant avec une expression curieuse. Élise se figea, reconnaissant immédiatement François Leblanc, le propriétaire de la chaîne d'hôtels Palais. Son cœur s'emballa, maintenant pour une raison complètement différente. « Professeur, je dois raccrocher. Merci beaucoup pour la nouvelle, » termina-t-elle rapidement, rangeant son téléphone. « Excusez-moi, monsieur Leblanc, je ne devrais pas être au téléphone pendant mon service, » dit-elle, baissant les yeux et reportant son attention sur le chariot de nettoyage. L'homme d'affaires resta immobile, ses yeux fixés sur elle avec une intensité troublante. « Vous parlez allemand » demanda-t-il finalement, sa voix grave remplissant le silence du couloir. « Oui, monsieur », répondit Élise, sentant ses joues s'empourprer. « Je viens de recevoir le résultat de mon examen de compétences. » François Leblanc fit un pas en avant, son intérêt visiblement piqué. « Intéressant, très intéressant. S'il vous plaît, présentez-vous à mon bureau demain à 9h. Demandez à ma secrétaire de vous annoncer. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, il s'était déjà retourné et marchait vers l'ascenseur, la laissant paralysée, le cœur battant et 1000 questions dans la tête. Que pourrait vouloir un homme d'affaires de l'envergure de François Leblanc?
avec une simple femme de ménage qui parlait allemand. Le jour se leva avec une attente différente pour Élise. Vêtue de son unique ensemble formel, un blazer noir acheté en solde et un pantalon de ville basique, elle traversa le hall de l'hôtel d'un pas hésitant. C'était étrange d'être là sans son uniforme bleu marine, comme si elle envahissait un territoire qui ne lui appartenait pas. À la réception exécutive du 20e étage, la secrétaire de François Leblanc l'accueillit avec un regard de surprise mal dissimulé. « Mademoiselle Élise Moreau, Monsieur Leblanc va vous recevoir », informa-t-elle, tapant quelque chose sur son ordinateur avec des ongles parfaitement manucurés. Assise dans l'espace d'attente, Élise observait l'activité du bureau exécutif. Des cadres, en costume coûteux, entraient et sortaient des salles de réunion, conversant en diverses langues. C'était le monde dont elle avait toujours rêvé de faire partie, celui pour lequel elle s'était préparée tout au long de sa vie académique. « Mademoiselle Moreau, vous pouvez entrer. » La voix de la secrétaire la ramena à la réalité. Le bureau de François Leblanc était une impressionnante combinaison de modernité et d'élégance. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, la ville s'étendait comme une toile vivante. L'homme d'affaires était debout, observant la vue, et se retourna quand elle entra. « Bonjour, Élise. Veuillez vous asseoir », indiqua-t-il l'un des fauteuils en cuir italien devant son bureau. « Un café ?»« Non, merci, monsieur », répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. François s'assit et ouvrit un dossier sur son bureau. Élise reconnut son curriculum vitae et plusieurs autres documents portant son nom. Diplômée en relations internationales de l'Université de Marseille, stage à l'ambassade d'Allemagne, travail bénévole avec des réfugiés, couramment anglais, allemand, espagnol et maintenant français, lut-il à haute voix. Impressionnant. Qu'est-ce qu'une personne avec ces qualifications fait comme femme de ménage dans mon hôtel? Élise respira profondément avant de répondre. La réalité du marché du travail ne correspond pas toujours à nos qualifications, monsieur Leblanc. Sans contact ni recommandation, les portes restent fermées, peu importe le nombre de diplômes ou de certificats que nous avons. L'homme d'affaires l'observa quelques instants, un demi-sourire se formant sur ses lèvres. « Savez-vous pourquoi j'ai construit cet empire hôtelier, Élise? Parce que j'ai toujours su reconnaître le potentiel, là où d'autres ne voient que des circonstances. Et hier, quand je vous ai entendu parler allemand dans ce couloir, j'ai vu quelque chose de rare. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas laissé les circonstances définir ses limites. » Il se leva, marchant vers un grand écran digital. Au mur, d'une touche, une image de Munich apparut. Nous étendons le réseau Palais en Allemagne. Notre première filiale internationale sera à Munich, dans un bâtiment historique du 19e siècle. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne aussi bien le luxe que nous vendons que le travail nécessaire pour le créer. Quelqu'un qui maîtrise non seulement la langue, mais aussi la sensibilité culturelle nécessaire pour ce projet. Élise sentit son cœur s'accélérer, commençant à comprendre la direction de cette conversation. « Je vous offre le poste d'assistante exécutive pour l'expansion internationale, » continua-t-il, se rasseyant. « Vous travaillerez directement avec moi sur la mise en œuvre de ce projet. Le forfait comprend un salaire compatible avec le marché exécutif, un logement de fonction à Munich et une assurance santé internationale. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise essayait de traiter l'ampleur de cette proposition, tandis qu'une petite voix insistante dans sa tête demandait si c'était réel. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. François sourit. « Parce que vous avez quelque chose qui ne s'apprend dans aucune université, la résilience. Alors que d'autres ont abandonné leurs rêves, vous avez continué à étudier l'allemand, même en nettoyant des chambres. Cela m'en dit long sur votre caractère. De plus, vous connaissez cet hôtel de fond en comble, chaque détail qui fait la différence dans l'expérience de nos clients. Cette perspective est inestimable. » Il fit glisser un contrat sur la table. « Alors, qu'en dites-vous? Êtes-vous prête à échanger votre chariot de nettoyage contre des billets pour Munich ?» Élise regarda le contrat, ses mains tremblant, légèrement en le touchant. Des années de frustration et de persévérance convergeaient vers ce moment. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un coup à la porte interrompit le moment. Véronique Bernard, la directrice senior européenne du réseau, entra dans la pièce avec sa présence habituelle imposante. Le regard que la cadre lança à Élise était un mélange de surprise et de dédain en la voyant assise là, de l'autre, côté du bureau du président.
Ce n'était qu'un aperçu de ce qui allait arriver, mais Élise ne le savait pas encore. La transformation d'Élise commença le lendemain de la signature du contrat. L'uniforme bleu marine fut remplacé par une garde-robe exécutive complète, gracieuseté du département, des ressources humaines du palais. Alors qu'elle se regardait dans le miroir de la cabine d'essayage d'un grand magasin de luxe, accompagnée par la consultante en images de l'entreprise, elle reconnaissait à peine la femme qui lui rendait son « Tiens, regarde, le pouvoir d'une bonne coupe de tailleur est extraordinaire », commenta Sophie, la consultante, ajustant le revers d'un blazer vert émeraude. Mais souvenez-vous, Élise, les vêtements ne sont que la couche externe. Votre vraie force vient des connaissances que vous avez construites toutes ces années. Les paroles de Sophie résonnèrent dans son esprit, tandis qu'elle participait à sa première réunion exécutive, assise à la droite de François Leblanc. Dans la salle de réunion avec vue panoramique sur la ville, des cadres de haut niveau discutaient des détails de l'expansion à Munich. Élise observait attentivement chaque présentation, prenant des notes méticuleuses sur sa nouvelle tablette d'entreprise. Le bâtiment choisi à Munich présente des défis significatifs, expliquait l'un des architectes, montrant des images d'un majestueux édifice historique du XIXe siècle. Les lois allemandes de préservation du patrimoine sont extrêmement rigoureuses. C'est à ce moment qu'Élise remarqua le regard pénétrant de Véronique Bernard sur elle. La directrice senior européenne, avec ses 30 ans d'expérience, sur le marché hôtelier international, ne faisait pas d'effort pour cacher son scepticisme quant à la nouvelle recrue. « Monsieur Leblanc », interrompit Véronique, son accent français plus prononcé que d'habitude, « compte tenu de la complexité de ce projet, ne serait-il pas plus prudent de désigner quelqu'un avec une expérience prouvée sur le marché européen ?» Le silence qui suivit fut pesant. Tous les regards se tournèrent vers Élise, qui sentit son cœur s'accélérer. Mais des années à travailler dans les coulisses de l'hôtel lui avaient appris plus que n'importe quel MBA ne pourrait sur le maintien de la composition sous pression. « Frau Bernard, répondit Élise en allemand impeccable, surprenant tout le monde, « permettez-moi de partager une perspective intéressante. Pendant mon stage à l'ambassade d'Allemagne, j'ai participé à un projet de revitalisation d'espaces historiques pour l'accueil de réfugiés. J'ai appris que le secret n'est pas seulement de connaître les réglementations, mais de comprendre la philosophie qui les sous-tend. » Se tournant vers l'écran de projection, Élise commença à pointer des éléments spécifiques du projet. Le défi n'est pas seulement de préserver la structure physique, mais de maintenir vivante l'âme du bâtiment tout en l'adaptant à un nouveau but. C'est quelque chose que j'ai appris en observant chaque détail du palais ici en France, du sol jusqu'au dernier lustre. François Leblanc sourit discrètement, tandis que Véronique ajustait sa posture sur sa chaise, visiblement contrariée. La salle semblait électrisée par la tension du moment. Dans les semaines qui suivirent, Élise se plongea tête première dans les préparatifs pour le déménagement à Munich. Pendant la journée, elle participait à des visioconférences avec les autorités allemandes, étudiait des plans architecturaux et révisait des contrats en 4 langues différentes. Le soir, dans son petit appartement, encore entouré de cartons de déménagement, elle étudiait minutieusement l'histoire de Munich et ses particularités culturelles. Un après-midi, alors qu'elle organisait des documents dans son nouveau bureau, elle reçut une visite inattendue. Madame Mireille, la gouvernante, frappa timidement à la porte. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, semblant encore mal à l'aise face à la nouvelle position d'Élise. « Bien sûr, Madame Mireille. Quelle bonne surprise !» sourit Élise, sincèrement heureuse de voir son ancienne superviseure. La gouvernante s'assit, tordant, ses mains sur ses genoux. « Vous savez, Élise, je suis venue m'excuser pour toutes les fois où j'ai douté de vos études d'allemand, où j'ai dit que vous perdiez votre temps. » Élise s'assit à côté d'elle, touchée par la sincérité dans sa voix. « Ma fille, Juliette, elle parle d'étudier les langues aussi. Depuis que votre histoire a commencé à circuler dans l'hôtel, elle ne parle plus que de ça. Mais vous connaissez notre réalité. » C'est à ce moment qu'une idée commença à se former dans l'esprit d'Élise. Une idée qui transformerait non seulement sa vie, mais celle de nombreuses autres personnes. Cependant, avant qu'elle ne puisse élaborer ses pensées, son téléphone sonna. C'était la réception. « Mademoiselle Élise, il y a une livraison urgente pour vous. Des documents d'Allemagne. » En ouvrant l'enveloppe, Élise sentit son sang se glacer.
C'étaient les documents qu'elle avait préparés pour la réunion cruciale avec les autorités de préservation historique de Munich, mais quelque chose n'allait pas. Des pages importantes manquaient et d'autres semblaient avoir été délibérément modifiées. Son regard se dirigea immédiatement vers le petit cachet dans le coin inférieur droit de l'un des documents, le département de Véronique Bernard. La guerre silencieuse ne faisait que commencer, et Élise savait qu'elle aurait besoin de bien plus qu'un bon Allemand pour survivre dans le monde des affaires internationales. L'aéroport de Munich accueillait Élise avec son efficacité allemande typique par un froid matin d'octobre. Ne portant qu'un bagage à main, le reste de ses affaires arriverait dans les jours suivants, elle observait les panneaux électroniques annonçant les vols en allemand et en anglais, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Sauki. Nouvel appartement de fonction se trouvait à Schwabing, un quartier charmant connu pour son atmosphère artistique et universitaire. L'appartement moderne contrastait avec son ancien logement dans la banlieue de Marseille, mais Élise n'eut pas beaucoup de temps pour admirer la vue privilégiée sur le jardin anglais. Un message sur son téléphone professionnel lui rappelait la réunion de présentation à la filiale allemande dans 1 heure. Vêtue d'un ensemble tailleur bleu marine, Élise entra dans l'imposant bureau temporaire du palais à Munich. L'ambiance était notablement différente de la France. Les employés allemands la saluaient d'un signe de tête formel, mais leur regard portait un mélange de curiosité et de réserve. « Willkommen in München, Frau Moreau », la voix de Véronique Bernard trancha l'air comme une lame de glace. La directrice senior se tenait à la porte de son bureau, impeccable dans un ensemble Chanel. « J'espère que vous êtes préparés pour notre rencontre avec les autorités locales demain. Ce serait regrettable si quelque chose tournait mal. » Élise maintint son sourire professionnel, même en sentant le venin dans les paroles de la cadre. « Danke, Frau Bernard, je suis certaine que nous travaillerons très bien ensemble. » La réunion de présentation fut tendue. Élise exposa ses qualifications et sa vision pour le projet, mais elle perçut des regards sceptiques lorsqu'elle mentionna son expérience antérieure à l'hôtel. Une jeune cadre chuchota même quelque chose à sa collègue, provoquant des ricanements contenus. Pendant la pause café, Élise se servit et observa la dynamique de l'équipe. Véronique commandait naturellement l'attention de tous, des années de réseautage et d'influence évidente dans chaque interaction. C'est alors qu'Élise entendit un fragment de conversation en allemand qu'elle n'aurait pas dû entendre. « Une femme de ménage française ? Véronique a raison, c'est une insulte à notre expérience, » commenta l'un des managers locaux. « On dit qu'elle a une liaison avec le propriétaire, » répondit un autre à voix basse. « Pourquoi d'autres donneraient-ils un poste si important à quelqu'un d'aussi inexpérimenté ?» Élise sentit le café s'amériser dans sa bouche mais garda sa contenance. Des années à nettoyer des chambres tout en étudiant lui avaient enseigné l'art de l'invisibilité. Maintenant, cette compétence s'avérait utile d'une manière complètement différente. De retour dans son bureau temporaire, Élise révisait les documents pour la réunion du lendemain quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Les projections financières semblaient différentes de celles qu'elle avait préparées en France. Des chiffres cruciaux avaient été modifiés, des changements subtils qui pourraient compromettre toute la présentation. Son premier instinct fut de confronter Véronique, mais des années d'observation silencieuse lui avaient appris que certaines batailles exigent de la stratégie, pas de confrontation directe. Au lieu de cela, elle passa la nuit entière à refaire les calculs, à préparer une présentation alternative et, plus important encore, à documenter chaque écart trouvé. Lendemain matin, la salle de réunion du département de préservation historique de Munich était comble. Les autorités locales, architectes et consultants attendaient la présentation du palais. Véronique arriva en premier, distribuant des sourires et des salutations en allemand courant, clairement dans son élément. Élise entra peu après, portant non seulement son dossier avec les documents corrigés, mais aussi quelque chose que personne n'attendait, une maquette numérique tridimensionnelle du projet qu'elle avait développé durant la nuit. Lorsque les lumières s'éteignirent pour sa présentation, elle ne parla pas seulement de préservation historique. Elle montra, en détails impressionnants, comment chaque élément original du bâtiment serait respecté et valorisé. « Comme vous pouvez le voir, expliqua-t-elle en allemand parfait,
Notre proposition n'est pas seulement de préserver le passé, mais de lui donner un nouveau but, maintenant vivante l'histoire de Munich, tout en créant quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Les yeux des présents brillaient devant les projections holographiques, et même les plus sceptiques commencèrent à poser des questions enthousiastes. Véronique, assise au fond de la salle, maintenait une expression illisible, mais ses doigts tambourinant sur la table trahissaient son inquiétude. À la fin de la présentation, le directeur du département de préservation s'approcha d'Élise. « Impressionnant, Fromoro. Votre attention aux détails historiques est remarquable. Nous voyons rarement une compréhension aussi profonde de la signification culturelle de nos bâtiments. » C'est à ce moment qu'Élise réalisa son expérience. Antérieure n'était pas une faiblesse, c'était sa plus grande force. Elle avait appris à voir la beauté dans les détails, à respecter l'histoire contenue dans chaque coin, même quand elle ne faisait que les nettoyer. Maintenant, cette perspective unique s'avérait plus précieuse que n'importe quel titre exécutif. En sortant de la réunion, Élise sentit son téléphone vibrer. C'était un message de France. Madame Mireille avait envoyé une photo de sa fille Juliette tenant un livre d'anglais basique. « Elle a commencé les cours hier », disait le message. « Vous l'avez inspirée, Élise. Merci. » Un sourire sincère illumina son visage, même tandis qu'elle entendait les pas déterminés de Véronique Bernard s'approchant dans le couloir. La guerre était loin d'être terminée, mais Élise avait quelque chose que sa rivale n'attendait pas, la capacité de transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Le succès de la présentation aux autorités de Munich ouvrit de nouvelles portes pour Élise, mais intensifia également l'hostilité voilée dans l'environnement corporatif. Dans son bureau, au bureau temporaire, elle observait la neige tomber sur la ville tout en lisant un autre email de Juliette, la fille de Madame Mireille, racontant avec animation ses progrès dans les cours d'anglais. « J'ai réussi à comprendre les paroles de cette chanson que vous m'avez envoyée », avait écrit la jeune fille. « Le professeur dit que ma prononciation s'améliore beaucoup. » Ces mots éveillèrent quelque chose en Élise. Se souvenant de ses propres luttes, des nuits à étudier seule, des portes fermées par manque d'opportunités, une idée commença à prendre forme dans son esprit. Elle prit son ordinateur portable et commença à faire des notes frénétiques, esquissant un projet qui pourrait changer la vie de nombreuses femmes. Sa concentration fut interrompue par des coups à la porte. C'était Klaus Schmidt, l'un des architectes seniors du projet, qui avait précédemment manifesté du scepticisme quant à sa capacité. « Fromoro, commença-t-il, son ton surprenamment respectueux, « je dois admettre que votre vision pour la préservation du bâtiment historique est exceptionnelle. J'aimerais discuter de quelques idées supplémentaires pour le projet. » Pendant House, l'heure suivante, Élise et Klaus se penchèrent sur des plans et des projets, discutant des possibilités qui mélangèrent la tradition allemande avec des touches d'hospitalité française. La barrière initiale de méfiance commençait à se dissoudre à travers le travail commun. « Vous savez, » commenta Klaus en rassemblant ses documents, « certains d'entre nous vous ont jugé prématurément. Je vous présente mes excuses pour cela. » Élise sourit, reconnaissant la sincérité dans ses paroles. « L'important est que nous travaillions ensemble maintenant, Herr Schmidt. » Après le départ de l'architecte, Élise reporta son attention sur le projet qu'elle développait. Son idée était de créer un programme de bourse d'études en langue pour les femmes à faible revenu, en commençant par un projet pilote en France. Les élèves recevraient non seulement des cours de langue, mais aussi du mentorat professionnel et des opportunités de stage. Tandis qu'elle affinait les détails du projet, elle reçut une notification sur son ordinateur. Une réunion extraordinaire du Conseil avait été convoquée pour le lendemain. Le sujet: réévaluation du projet Munich, présentation des préoccupations. L'expéditeur: Véronique Bernard. Élise sentit un serrement dans l'estomac, mais ne se laissa pas abattre. Elle ouvrit son agenda et vit qu'elle avait un dîner prévu avec François Leblanc, qui était à Munich pour suivre l'avancement du projet. Ce serait une opportunité parfaite pour présenter son idée de programme de bourse. Le restaurant choisi était situé au sommet de l'un des bâtiments historiques de la ville, avec une vue panoramique sur la cathédrale Frauenkirch. François l'attendait déjà à son arrivée, analysant quelques documents tout en savourant un vin rouge. « Élise,
Il la salua chaleureusement. Les nouvelles de votre présentation au département de préservation historique sont arrivées jusqu'à Paris. Impressionnant. Durant le dîner, Élise présenta son idée pour le programme de bourse. François écoutait attentivement, posant des questions pertinentes et faisant des suggestions constructives. Ses yeux brillaient avec le même enthousiasme qu'il avait montré quand il l'avait entendu parler allemand dans ce couloir d'hôtel. C'est exactement ce type d'initiative qui différencie les grandes entreprises des entreprises véritablement transformatrices, commenta-t-il. Vous avez mon soutien total. Nous commencerons par un projet pilote en France et, si ça marche, nous l'étendrons à d'autres pays. L'enthousiasme du moment fut interrompu lorsque François mentionna la réunion du lendemain. Véronique a contacté certains membres du conseil. Elle remet en question la viabilité financière du projet sous votre leadership. Élise sentit le poids de ses paroles, mais des années de persévérance lui avaient appris à ne pas abandonner face aux obstacles. Demain, je présenterai non seulement des chiffres, mais une vision complète de ce que le palais peut devenir, sur le sol européen. En rentrant à son appartement ce soir-là, Élise travailla tard, préparant une présentation qui ne laisserait aucun doute sur sa compétence. Entre une diapositive et une autre, elle recevait des messages de Madame Mireille avec des photos de Juliette étudiant, lui rappelant le véritable but de sa lutte. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour la réunion, elle trouva sur son bureau une enveloppe brune sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait des documents qui semblaient compromettre son intégrité professionnelle, incluant des insinuations sur une prétendue relation avec François Leblanc. Élise tint les papiers d'une main ferme, reconnaissant la tactique désespérée de sa rivale. Au lieu de se laisser troubler, elle rangea les documents dans son dossier. Elle avait appris que parfois la meilleure défense est de laisser les actions des autres parler d'elles-mêmes. Ajustant son blazer et vérifiant une dernière fois sa présentation, Élise se dirigea vers la salle de réunion. Dans le couloir, elle croisa Véronique qui arborait un sourire triomphant. Ce que la cadre vétérane ne savait pas, c'est qu'Élise portait avec elle non seulement des chiffres et des projections, mais la force de toutes les femmes qui, comme elle, avaient lutté pour transformer des rêves en réalité. La salle de réunion du conseil était pleine quand Élise entra. Des cadres de différents pays occupaient les chaises en cuir autour de la table ovale, certains en personne, d'autres via des écrans de vidéoconférence. François Leblanc occupait le bout de la table, son expression sereine contrastant avec la tension palpable dans l'environnement. Véronique Bernard était debout concluant sa présentation. Des graphiques et des projections financières remplissaient les écrans, tous stratégiquement manipulés pour suggérer des risques dans le projet sous la direction d'Élise. « Comme vous pouvez le voir, messieurs, » concluait Véronique avec un sourire répété, l'inexpérience de Mademoiselle Moreau sur le marché européen représente un risque significatif pour notre investissement. De plus, elle fit une pause dramatique. Il existe des questions personnelles qui pourraient influencer certaines décisions exécutives. Le murmure qui suivit fut interrompu quand Élise se leva calmement. Sans se presser, elle connecta son ordinateur portable au système de projection et ouvrit une présentation différente de celle qu'elle avait préparée. « Messieurs du Conseil », commença-t-elle en anglais cristallin, alternant naturellement avec l'allemand ensuite, « permettez-moi de vous raconter une histoire sur la valeur. » Sa voix ferme et sereine captivait l'attention de tous. Quand j'ai commencé au palais comme femme de ménage, j'ai appris que le vrai luxe est dans les détails. Pas seulement dans les marbres italiens ou les cristaux tchèques, mais dans le soin invisible qui rend chaque expérience extraordinaire. Elle projeta alors des photos de l'hôtel à Paris, y compris une d'elle-même dans son ancien uniforme. Quelques conseillers s'agitèrent inconfortablement sur leurs chaises, tandis que Véronique affichait un sourire moqueur. Mais Élise continua. Cette perspective unique m'a permis de développer ceci. D'un clic, elle révéla un mappage complexe des processus qu'elle avait créés, montrant comment chaque aspect de l'hôtel, du nettoyage à l'administration, pourrait être optimisé dans l'opération allemande, respectant les particularités culturelles locales. Au cours des 3 derniers mois, nous avons mis en œuvre 30% de ces changements en phase de test. Les résultats sont les suivants. De nouveaux graphiques apparurent, montrant une réduction significative des coûts opérationnels projetés sans compromettre la qualité.
L'un des conseillers allemands se pencha en avant, intéressé. « Ces projections sont impressionnantes, Frau Moreau, mais comment pouvons-nous être sûrs de leur viabilité ?» Élise sourit, attendant cette question. « Parce qu'elles fonctionnent déjà. » Elle projeta alors des données réelles des dernières semaines, validées par un audit indépendant. Chaque décision que j'ai prise était basée sur l'expérience pratique et la connaissance technique, pas sur des suppositions. Véronique tenta d'interrompre, mais Élise leva poliment la main. Et quant aux questions personnelles mentionnées par Frau Bernard, elle sortit de son dossier les documents anonymes reçus plus tôt. J'ai reçu ceci aujourd'hui, une tentative de discréditer mon travail à travers des insinuations sur ma vie personnelle. La salle fut plongée dans un silence absolu. Véronique pâlit visiblement. Mais je ne suis pas venue ici pour me défendre contre des rumeurs, continua Élise. Je suis venue présenter ceci. Elle projeta alors les détails de son programme de bourse d'études. Un projet qui non seulement transformera des vies, mais créera une nouvelle génération de professionnels qualifiés pour notre expansion mondiale. Les 2 heures suivantes furent consacrées à une analyse minutieuse de chaque aspect de ces projets. Élise répondit à chaque question avec une connaissance profonde et assurance, alternant entre 4 langues selon les besoins. À la fin de la réunion, le Conseil vota unanimement pour la poursuite du projet sous sa direction avec un budget supplémentaire approuvé pour le programme de bourse. Véronique, sans regarder personne, rassembla ses affaires et quitta rapidement la salle. Tandis que les conseillers se disaient au revoir, Klaus, l'architecte, s'approcha d'Élise. « Félicitations, Frau Moreau, votre présentation était révolutionnaire. » Élise sourit épuisée mais satisfaite. Sur son téléphone, un nouveau message de Juliette clignotait. « J'ai réussi à comprendre presque tout le film en anglais. Aujourd'hui, quand je serai grande, je veux être comme vous. » Regardant par la fenêtre la ville qu'elle commençait maintenant à considérer comme son second foyer, Élise ressentit une profonde sensation d'accomplissement. Non seulement elle avait défendu sa place, mais elle ouvrait la voie pour que d'autres femmes puissent suivre leurs rêves, indépendamment d'où elles commençaient leur voyage. 6 mois s'étaient écoulés depuis la réunion du Conseil. Le bureau d'Élise à Munich occupait désormais un espace plus grand, avec une vue privilégiée sur le jardin anglais. Sur l'un des murs, un panneau digital affichait des photos des premières bénéficiaires du programme de bourse, maintenant affectueusement appelé Projet Horizon. Ce matin-là, Élise conduisait une visioconférence avec la première promotion d'étudiantes en France. Sur l'écran, 15 visages souriants, y compris Juliette, partageaient leurs progrès dans l'étude des langues. La fille de Madame Mireille, maintenant couramment à l'aise en anglais de base, était devenue une sorte de leader informel du groupe. « La semaine prochaine, nous commençons notre premier stage au consulat », annonça Juliette, contenant à peine son enthousiasme. Et Marie a obtenu un poste de réceptionniste bilingue à l'hôtel. Élise sourit, ressentant ce mélange familier de fierté et d'accomplissement. Le programme avait grandi au-delà de ses attentes initiales. Grâce à des partenariats avec des consulats et des entreprises multinationales, les élèves n'apprenaient pas seulement des langues, mais gagnaient également une expérience professionnelle pratique. Un coup, la porte interrompit la réunion. C'était Klaus, l'architecte, accompagné d'une représentante de l'UNESCO. « Frau Moreau », commença Klaus après les présentations nécessaires, « Dr Weber a été fasciné par notre approche de préservation historique et d'intégration sociale. Elle aimerait discuter de la possibilité d'étendre le projet Horizon à d'autres pays européens. » La représentante de l'UNESCO, une femme d'âge moyen aux yeux perspicaces, sourit chaleureusement. Votre programme combine parfaitement la préservation culturelle avec le développement social. C'est exactement le type d'initiative que nous cherchons à soutenir. Tandis qu'ils discutaient des détails d'un possible partenariat international, Élise remarqua une agitation inhabituelle dans le couloir. Des employés chuchotaient, certains lui lançant des regards. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra avec un message de François Leblanc. « Nous devons parler. Véronique a démissionné. » La nouvelle prit Élise par surprise. Après la réunion du conseil, Véronique était devenue de plus en plus recluse, se limitant à des communications strictement professionnelles. Son départ marquait la fin d'une carrière au palais, mais ouvrait également de nouvelles possibilités. Élise
La voix de François résonna à travers le téléphone quand elle retourna son appel. « Le conseil veut que vous preniez la direction des opérations internationales. Véronique a laissé une lettre, intéressante. J'aimerais que vous la lisiez. » Des heures plus tard, dans son bureau, Élise tenait la lettre de Véronique entre ses mains. Les mots de l'ancienne cadre la surprirent. « J'ai passé 30 ans à construire ma carrière en croyant qu'il n'existait qu'un seul chemin vers le succès. Implacable, solitaire et inflexible. Voir quelqu'un comme vous, Élise, atteindre non seulement des résultats exceptionnels, mais aussi créer des opportunités pour d'autres personnes, m'a fait remettre en question tout ce que je considérais comme vrai. Vous n'avez pas seulement prouvé votre valeur, vous avez changé les règles du jeu. » Ce soir-là, après une longue journée de réunions et de planification, Élise marchait dans les rues de Munich quand son téléphone sonna. C'était Madame Mireille. « Élise, vous n'allez pas le croire. Juliette vient d'être invitée à un programme d'échange en Allemagne. Le consulat a été impressionné par son travail et... » La voix émue de Madame Mireille fut interrompue par des cris de joie en arrière-plan. Élise pouvait entendre Juliette célébrer avec les autres filles du programme. S'asseyant dans un café à proximité, Élise commanda un chocolat chaud et observa la ville qui était devenue son foyer. Les lumières commençaient à s'allumer, créant un décor presque magique. Son téléphone ne cessait de recevoir des messages. Félicitations pour la promotion, questions sur le programme, demande de partenariat. Parmi les messages, elle trouva un email d'une ONG allemande spécialisée dans l'éducation. Ils avaient entendu parler du projet Horizon et voulaient proposer une collaboration pour étendre le programme aux réfugiés en Europe. L'idée fit sourire Élise, lui rappelant son travail bénévole des années auparavant. Sur son ordinateur portable, elle ouvrit un document où elle tenait son journal professionnel. Outre les objectifs et les projets, il y avait une section spéciale dédiée aux histoires des élèves du programme. Chaque petite victoire, chaque obstacle surmonté, chaque rêve réalisé était soigneusement enregistré. « Peut-être, » écrivit-elle, « que le vrai luxe ne réside pas dans les marbres et les cristaux que j'avais l'habitude de nettoyer, mais dans la capacité à transformer des vies. Chaque langue apprise est une porte qui s'ouvre, chaque opportunité créée est un avenir qui s'étend. » Le café était presque fermé quand Élise rangea finalement son ordinateur portable. Sur le chemin du retour, elle passa devant le bâtiment historique qui serait bientôt le nouveau palais Munich. Les travaux avançaient rapidement, et à pas. Travers les échafaudages, on pouvait entrevoir la grandeur à venir. Mais pour Élise, la véritable construction se déroulait ailleurs, dans les salles de classe où ses élèves étudiaient, dans les couloirs des entreprises où des stagiaires gagnaient leur première expérience professionnelle, dans les sourires confiants de femmes qui, comme elle, apprenaient à transformer des rêves en réalité. La nouvelle du partenariat avec l'UNESCO se répandit rapidement dans le monde des affaires. En moins d'une semaine, le bureau d'Élise était rempli de demandes d'autres entreprises intéressées par la mise en œuvre de programmes similaires. Le projet Horizon était devenu un cas d'étude en matière de responsabilité sociale des entreprises et Élise se retrouva invitée à donner des conférences lors de congrès internationaux. Lors de l'une de ces conférences à Berlin, Élise se retrouva à partager l'estrade avec des cadres de diverses multinationales. Quand vint son tour de parler, elle surprit tout le monde en commençant sa présentation en 5 langues différentes. Chaque langue que nous apprenons est une nouvelle façon de voir le monde, dit-elle, alternant avec aisance entre les langues. Mais plus important encore est de donner une voix à ceux qui n'ont jamais été entendus. Au milieu de l'audience, Élise reconnut un visage familier, Véronique Bernard. Son ancienne rivale dirigeait maintenant un cabinet de conseil spécialisé dans la diversité en entreprise et étonnamment avait demandé une réunion. La rencontre eut lieu le lendemain, dans un café historique du centre de Berlin. Véronique était différente, plus détendue, sans la posture défensive d'autrefois. « Vous savez, Élise, » commença-t-elle, remuant pensivement son café, « après avoir quitté le palais, j'ai passé des mois à réfléchir à ma carrière. J'ai réalisé que j'étais devenu exactement le type de cadre que je critiquais quand j'étais jeune. » Élise écoutait attentivement, percevant la sincérité dans les paroles de son ex-rival. « Je commence un projet avec des cadres supérieurs,
pour mentorer de jeunes professionnels, poursuivit Véronique. J'aimerais établir un partenariat avec le projet Horizon. Nous pourrions créer un réseau de soutien international. La proposition prit Élise par surprise, mais avait tout son sens. Ce serait un honneur, Véronique. Vos décennies d'expérience seraient inestimables pour nos élèves. Tandis qu'elle discutait des détails du partenariat, le téléphone d'Élise sonna. C'était Juliette envoyant des photos de son arrivée à Munich pour le programme d'échange. La jeune fille était radieuse, posant devant le bâtiment historique du palais, maintenant en phase finale de restauration. « Elle me rappelle vous », commenta Véronique regardant la photo, même détermination dans le regard. De retour à Munich, Élise trouva son bureau aussi mouvementé que d'habitude. Klaus avait apporté les plans finaux de l'hôtel pour approbation et l'équipe des RH préparait la documentation pour la nouvelle promotion du projet Horizon, maintenant élargie pour inclure des réfugiés. « Fromoreau », appela son assistante, « Monsieur Leblanc est en ligne, cela semble important. » François avait des nouvelles. Le Conseil avait approuvé la création d'une fondation indépendante pour gérer le projet Horizon, avec Élise comme présidente. Le budget serait conséquent, permettant l'expansion vers 10 nouveaux pays à l'année suivante. Et il y a plus, continua-t-il, le magazine Forbes veut faire un article de couverture sur vous. Du ménage au sommet, comment une Française révolutionne le marché hôtelier européen. Élise sourit, se souvenant de ses jours à nettoyer des couloirs et à étudier l'allemand pendant son temps libre. Pouvons-nous suggérer un titre différent? Quelque chose comme « Construire des ponts », comment l'éducation transforme les réalités. Cet après-midi-là, Élise conduisit une réunion virtuelle avec toutes les promotions du projet Horizon, maintenant réparties sur 3 continents. Sur l'écran, des dizaines de visages souriants partageaient leurs histoires en différentes langues. Une réfugiée syrienne avait obtenu un emploi dans une multinationale à Francfort. Une ancienne, femme de chambre d'hôtel à Paris, se préparait pour un MBA à Londres. Chaque histoire était un témoignage du pouvoir transformateur de l'éducation. Après la réunion, Élise reçut un message inattendu. C'était de la fille d'une des femmes de ménage du palais à Paris. « Madame Élise, j'ai commencé à étudier le mandarin. On dit que c'est impossible, mais vous m'avez appris que l'impossible n'est qu'un mot qui doit être traduit en différentes langues jusqu'à ce qu'il fasse sens. » Ce message capturait parfaitement l'essence de tout ce qu'Élise avait construit. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre des langues, il s'agissait de briser des barrières, de transformer des limitations en possibilités, de réécrire des histoires. Sur son bureau, à côté de l'ordinateur, Élise gardait un petit cadre avec son ancien badge de femme de ménage. Ce n'était pas un rappel d'où elle avait commencé, mais plutôt que chaque personne porte en elle un potentiel inexploité, attendant seulement la bonne opportunité pour s'épanouir. Le nouveau palais Munich était sur le point d'être inauguré et Élise observait les derniers préparatifs depuis son bureau à l'étage supérieur. Le bâtiment historique avait été magistralement restauré, mélangeant des éléments classiques avec des touches contemporaines. Mais ce n'était pas seulement l'architecture qui la faisait sourire, c'était ce qui se passait en coulisses. À la réception, une ancienne élève du projet Horizon, récemment diplômée en hôtellerie, pratiquait des salutations en 5 langues. À l'administration, 2 réfugiées syriennes formées par le programme organisaient des feuilles de calcul et des rapports avec une efficacité impressionnante. L'hôtel n'était pas seulement un établissement de luxe, il était devenu un symbole vivant de transformation. Élise appela Klaus entrant dans son bureau avec un dossier de documents. Les journalistes ont commencé à arriver pour la couverture de l'inauguration et il y a une surprise pour vous dans le hall. Descendant au rez-de-chaussée, Élise fut accueillie par une vision qui fit accélérer son cœur. Madame Mireille était là, élégamment vêtue, accompagnée de Juliette et d'un groupe de 10 femmes, toutes anciennes employées du palais, Paris qui faisait maintenant partie du programme de formation. « Surprise !» s'exclama Juliette l'embrassant. « Nous ne pouvions pas manquer ce moment. Après tout, c'est ici que tout a commencé. » Madame Mireille, les larmes aux yeux, tenait un petit paquet. « Nous avons apporté quelque chose de spécial. » Dans la boîte se trouvait l'ancien uniforme bleu marine d'Élise, soigneusement préservé, pour ne jamais oublier d'où nous venons. L'émotion du moment fut interrompue par François Leblanc, qui s'approchait accompagné d'une délégation de cadres internationaux. « Élise, le Comité européen d'innovation sociale vient d'arriver.
Ils sont impatients d'en savoir plus sur l'intégration du projet Horizon avec les opérations de l'hôtel. Les heures suivantes furent un tourbillon de présentations, d'interviews et de réunions. Élise conduisait chaque rencontre avec la même attention et respect, que ce soit avec des journalistes, des cadres ou des employés. Dans chaque conversation, elle tenait à inclure les histoires des bénéficiaires du programme. Durant un moment de pause, Élise rencontra Véronique dans le jardin intérieur de l'hôtel. L'ancienne rivale, maintenant alliée, était accompagnée de 3 jeunes cadres de son programme de mentorat. « Nous venons de conclure un partenariat avec 5 entreprises supplémentaires en Allemagne, annonça Véronique. Elles ne veulent pas seulement embaucher nos élèves, elles veulent mettre en œuvre des programmes similaires dans leur propre structure. Élise sourit, se rappelant comment tout avait changé. Savez-vous ce qui est le plus intéressant? Nous ne créons pas seulement des opportunités d'emploi, nous changeons la culture d'entreprise de l'intérieur. L'après-midi, une séance photo spéciale fut organisée dans le hall de l'hôtel. Élise insista pour que toutes les bénéficiaires du programme présentes y participent. La photo, qui plus tard ornerait des magazines d'affaires du monde entier, montrait un groupe diversifié de femmes, chacune avec sa propre histoire unique de dépassement. « C'est le vrai visage du luxe moderne », expliqua Élise aux journalistes. « Il ne s'agit pas seulement de marbre italien ou de cristaux tchèques. Il s'agit d'excellence humaine, de donner des opportunités pour que les talents s'épanouissent. » À la fin de la journée, alors que les derniers préparatifs pour l'inauguration étaient finalisés, Élise rassembla toute l'équipe dans le salon principal. Des employés de différentes nationalités, origines et histoires de vie se mêlaient, conversant en diverses langues. « Quand j'ai commencé comme femme de ménage, » discourut-elle, sa voix chargée d'émotion, « j'ai appris que chaque détail compte, chaque geste d'attention, chaque moment de soin fait la différence. Aujourd'hui, je vois que le même principe s'applique aux personnes. Chacun de vous apporte un détail unique, une perspective spéciale qui enrichit cet endroit. » Juliette, qui parlait maintenant 4 langues et se préparait à assumer un poste de coordination dans le programme, traduisait simultanément le discours pour un groupe de réfugiés récemment arrivés. Ses paroles coulaient naturellement, portant non seulement le sens littéral, mais toute l'émotion derrière elle. Madame Mireille, observant tout avec une fierté maternelle, commenta doucement à l'une des cadres. « Vous savez, au début, je pensais qu'elle perdait son temps à étudier l'allemand. Aujourd'hui, je comprends qu'elle n'apprenait pas seulement une langue, elle construisait des ponts. » Élise conclut son discours en présentant une nouveauté. Le Palais Munich serait le siège d'un nouveau centre de formation internationale, où les employés d'hôtels de luxe du monde entier pourraient recevoir une formation en langue et en hôtellerie. Le projet, développé en partenariat avec des universités européennes, transformerait l'hôtel en un hub d'éducation et de développement professionnel. Quand la nuit tomba sur Munich, les lumières de l'hôtel nouvellement restauré s'allumèrent, créant un spectacle de lumière et d'ombre sur la façade historique. Élise observait tout depuis son bureau, tenant son ancien uniforme de femme de ménage d'une main et l'invitation pour la cérémonie d'inauguration de l'autre. Le contraste entre les deux objets ne représentait pas seulement son parcours personnel, mais la possibilité de transformation qui existe en chaque personne. Le matin de l'inauguration du Palais Munich se leva avec une légère neige tombant sur la ville. Élise se réveilla tôt, se préparant pour l'un des jours les plus importants de sa carrière. Dans son dressing, elle passa les doigts sur les costumes alignés, s'arrêtant sur un ensemble vert émeraude, le même qu'elle avait porté lors de sa première réunion exécutive. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de soutien et de félicitations. Parmi eux, l'un attira particulièrement son attention. C'était du professeur Lambert, son ancien professeur d'allemand, qui avait voyagé spécialement pour l'inauguration. « Meine liebe Schülerin, vous avez transformé une leçon de langue en une leçon de vie. » À l'hôtel, l'activité était intense. Des équipes de différentes nationalités travaillaient en harmonie, préparant chaque détail de la cérémonie. À la réception, Élise trouva une surprise, un mur digital interactif qui racontait l'histoire du projet Horizon avec des témoignages vidéo de bénéficiaires du monde entier. « C'était l'idée de Juliette », expliqua Klaus, s'approchant. « Elle a dit que chaque client devrait connaître l'âme de l'hôtel, pas seulement sa structure. » La cérémonie d'inauguration.
était programmée pour commencer à 19 h, mais dès le matin, des autorités et des invités spéciaux commencèrent à arriver. Parmi eux, des représentants de l'UNESCO, des cadres de grandes entreprises et, à la surprise d'Élise, une délégation de ministres de l'Éducation de différents pays européens. Ils veulent discuter de la possibilité de mettre en œuvre le modèle du projet Horizon dans les écoles publiques, informa François Leblanc, visiblement fier. Votre programme a transcendé le monde des affaires, Élise. Dans l'après-midi, avant la cérémonie officielle, Élise organisa une rencontre spéciale dans le grand salon de l'hôtel. Elle réunit toutes les employées qui avaient commencé comme elle, à des postes de base et qui occupaient maintenant des postes de leadership. Elles étaient plus de 50 femmes, chacune avec sa propre histoire unique de dépassement. Vous êtes la preuve vivante que les rêves n'ont pas de hiérarchie, dit-elle émue. Chacune d'entre vous porte en elle le pouvoir de transformer des réalités. La cérémonie d'inauguration fut un spectacle d'élégance et de signification. Le salon principal du palais, avec ses lustres restaurés et ses fresques historiques, était rempli d'invités de différentes parties du monde. Élise monta sur scène pour son discours, choisissant soigneusement de commencer en allemand, passant par le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. « Cet hôtel n'est pas seulement un établissement de luxe, déclara-t-elle. C'est un symbole de transformation. Chaque chambre, chaque couloir, chaque détail a été pensé non seulement pour offrir du confort, mais pour inspirer des changements. » Ensuite, elle invita sur scène Madame Mireille, Juliette et d'autres bénéficiaires du programme. Chacune partagea brièvement son histoire, créant une mosaïque émouvante de dépassement et de réalisation. Le moment le plus touchant de la soirée vint quand Élise annonça la création de l'Institut Horizon, une organisation indépendante qui étendrait le programme au-delà du secteur hôtelier, offrant des bourses d'études en langue et en développement professionnel pour les femmes en situation de vulnérabilité dans le monde entier. Le vrai luxe, conclut-elle, ne se trouve pas dans les murs de cet hôtel, aussi beau soit-il. Il réside dans la capacité à transformer des vies, à ouvrir des portes, à créer des possibilités. Après la cérémonie, tandis que les invités circulaient dans l'hôtel admirant la restauration et conversant avec animation, Élise s'accorda un moment de réflexion. Elle monta jusqu'à la terrasse où une vue panoramique de Munich s'étendait devant elle. Véronique l'y trouva, apportant 2 coupes de champagne. « Au nouveau départ », trinqua-t-elle, et à la femme qui m'a appris que diriger ne concerne pas le pouvoir mais l'empowerment. Le téléphone d'Élise vibra avec un nouveau message. C'était une photo du groupe de femmes de ménage du Palais Paris, toutes portant des broches avec le logo du projet Horizon. La légende disait « Nous commençons nos cours d'anglais. Aujourd'hui, les rêves n'ont pas d'uniforme. » Souriant, Élise rangea son téléphone et observa la ville illuminée. Sa pensée revint à cet après-midi, des années auparavant, quand elle avait répondu à un appel en allemand dans un couloir de l'hôtel. Comme une petite pierre jetée dans un lac, ce moment avait créé des vagues qui atteignaient maintenant des rivages lointains. « À quoi pensez-vous » demanda Véronique, remarquant son regard contemplatif. « Je pense à toutes les femmes qui nettoient encore des couloirs, servent des tables, luttent pour être vues, » répondit Élise, « et à comment chacune d'elles porte en elle le potentiel de transformer le monde. » La neige continuait de tomber doucement sur Munich, couvrant la ville d'un manteau blanc qui semblait renouveler toutes les possibilités. Au palais, les lumières brillaient comme des phares d'espoir, illuminant non seulement un hôtel de luxe, mais un lieu où les rêves trouvèrent leur chemin vers la réalité. Le printemps arriva à Munich, apportant non seulement des fleurs au jardin du palais, mais aussi des nouveautés à l'Institut Horizon. Élise était dans son bureau, analysant les rapports du premier trimestre, quand une visioconférence inattendue changea le cours de sa journée. « Élise, nous avons besoin de vous à Genève la semaine prochaine », annonça la représentante de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme veut inclure le modèle de l'Institut Horizon dans un programme global d'autonomisation des femmes. Tandis qu'elle organisait son agenda pour le voyage, Élise reçut une visite qui réchauffa son cœur. Pierre, un chef français qu'elle avait rencontré lors d'un événement caritatif, entra dans son bureau portant un petit bouquet de fleurs des champs. « J'ai pensé te faire une surprise avant ton marathon de voyage », sourit-il,
plaçant les fleurs dans un vase en cristal sur son bureau. Leur relation, commencée il y a quelques mois, fleurissait aussi naturellement que les fleurs qu'il lui apportait toujours. « Tu n'imagines pas la nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui », commenta Élise, ses yeux brillants d'enthousiasme. « L'ONU veut étendre notre programme mondialement. » Pierre sourit, connaissant bien cet éclat dans ses yeux, et cela signifie que nous pouvons impacter des millions de vies, répondit-elle, se levant pour montrer la carte digitale sur le mur, où des points lumineux indiquaient chaque endroit où l'Institut opérait déjà. Imagine combien de femmes nous pourrons atteindre avec ce soutien. Le moment fut interrompu par une notification sur sa tablette. Juliette était en ligne, voulant partager les dernières nouvelles du programme en France. La jeune fille, maintenant directrice régionale de l'Institut, avait transformé le siège de Paris en un centre d'excellence en formation professionnelle. « Élise, vous n'allez pas le croire !» s'exclama Juliette, contenant à peine son enthousiasme. « La fille de Marie, celle qui travaillait à la blanchisserie avec nous, vient d'être acceptée pour un échange en Allemagne. Et devinez quoi? Elle va faire un stage au département juridique du Palais. » La nouvelle fit sourire Élise. C'était exactement ce type de transformation intergénérationnelle qu'elle avait toujours rêvé de promouvoir. « Et comment va ta mère ?» demanda-t-elle, se référant à Madame Mireille. « Elle coordonne le nouveau programme de mentorat pour les employés de l'hôtel, » répondit Juliette, fière. « Elle dit qu'elle a appris de vous que l'expérience n'a rien à voir avec les titres, mais avec la sagesse de vie. » Après l'appel, Élise et Pierre marchèrent dans le jardin de l'hôtel. Le chef était devenu non seulement son compagnon, mais un allié important de l'Institut, créant un programme de gastronomie internationale qui offrait une formation professionnelle aux femmes en situation de vulnérabilité. « Tu sais ce qui m'enchante le plus chez toi ?» demanda-t-il, tandis qu'il s'asseyait sur un banc sous un arbre fleuri. « C'est comment tu parviens à transformer chaque réussite personnelle en une opportunité pour aider les autres. » Élise appuya sa tête sur son épaule, s'accordant un moment de paix au milieu de l'agitation de sa journée. « J'ai appris que le succès sans but est comme un hôtel sans client, beau à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. » Le son de rire attira son attention. Un groupe de nouvelles élèves du programme prenait un cours d'allemand dans le jardin d'hiver de l'hôtel. Parmi elles, Élise reconnut des réfugiées syriennes, d'anciennes employées d'hôtel et des jeunes de communautés défavorisées, toutes unies par le même rêve de transformation. « Parfois je me demande, réfléchit-elle, si cette Élise, qui nettoyait des couloirs, imaginait qu'un jour elle serait ici. Et que lui répondrais-tu » questionna Pierre. « Je lui dirais que le secret n'était pas seulement d'apprendre de nouvelles langues, mais de ne jamais perdre la capacité de communiquer avec le cœur, répondit-elle, observant les élèves étudier. Ce soir-là, dans son appartement avec vue sur le jardin anglais, Élise organisait les documents pour sa présentation à Genève. Entre les statistiques et les graphiques, elle tenait à inclure des histoires personnelles, des récits de transformation qui donnaient vie aux chiffres. Son téléphone sonna. C'était François Leblanc. Avec une autre surprise, le Palais international avait été choisi comme exemple mondial de responsabilité sociale des entreprises et de grandes chaînes hôtelières du monde entier voulaient y mettre en œuvre des programmes similaires. « Élise, dit-il, vous n'avez pas seulement transformé notre entreprise, vous changez tout un secteur. » Avant de dormir, Élise ouvrit son journal digital, une habitude qu'elle gardait depuis l'époque où elle était femme de ménage. Sur l'écran, une vieille photo attira son attention, elle en uniforme bleu marine étudiant l'allemand pendant sa pause déjeuner. « Qui aurait cru, écrivit-elle, que ces moments volés entre un nettoyage et un autre planteraient les graines de quelque chose d'aussi grand. Aujourd'hui, je comprends que je n'apprenais pas seulement une langue, je préparais le terrain pour que d'autres femmes puissent s'épanouir. » Pierre, qui était resté pour dîner, la trouva endormie sur la terrasse, le journal encore ouvert, sur ses genoux. Avec tendresse, il la couvrit d'un châle et s'assit à ses côtés, admirant la ville illuminée qui s'étendait devant eux. Dans ses mains, la bague de fiançailles qu'il prévoyait de lui offrir le lendemain brillait discrètement, promettant un nouveau chapitre dans cette histoire de transformation. Le siège de l'ONU à Genève était rempli de dirigeants mondiaux et de représentants d'organisations internationales. Élise, vêtue d'un élégant ensemble bleu pétrole, attendait son tour pour présenter l'Institut Horizon au Conseil des droits de l'homme. Dans son dossier,
Outre les rapports officiels, elle portait quelque chose de spécial. Une lettre, écrite par ses premières élèves. Avant de monter à la tribune, elle relut rapidement le message de Pierre sur son téléphone. « Brille comme toujours, mon amour. J'ai une surprise pour toi quand tu reviendras. » Le sourire sur son visage en lisant ces mots reflétait la paix de quelqu'un qui avait enfin trouvé un équilibre entre réalisation professionnelle et personnelle. L'Institut Horizon n'est pas seulement un programme éducatif, commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'auditorium. C'est un mouvement de transformation sociale qui prouve que les langues ne sont pas des barrières, mais des ponts vers l'avenir. Tandis qu'elle présentait les résultats du programme, plus de 10 000 femmes bénéficiaires dans 15 pays, partenariats avec 50 entreprises multinationales, taux d'employabilité supérieur à 90%, Élise percevait les regards attentifs des présents. Mais les chiffres ne racontent pas l'histoire complète, continua-t-elle, passant à une diapositive montrant des visages souriants de ses élèves. La véritable mesure de notre succès réside dans les vies transformées, les familles impactées, les communautés renouvelées. La présentation fut interrompue par des applaudissements quand Élise annonça le nouveau partenariat avec l'ONU. L'Institut Horizon serait responsable de la mise en œuvre de programmes de formation linguistique et professionnelle dans des camps de réfugiés à travers le monde. De retour à l'hôtel à Genève, Élise trouva une surprise dans sa chambre. Un petit gâteau avec une bougie et une carte de Pierre. « Pour célébrer notre amour et tes rêves qui transforment le monde », disait le billet. Son cœur s'accéléra en réalisant qu'il y avait quelque chose de plus dans l'enveloppe. Un billet de retour pour Munich, daté du lendemain. Le lendemain matin, pendant le vol, Élise travailla sur son nouveau projet. Un programme d'échange culturel qui permettrait aux élèves de l'Institut de vivre différentes réalités à travers le monde. Sa tablette était pleine de messages, de soutien, de Véronique, maintenant une alliée fondamentale, de Juliette, sa première inspiration, de François Leblanc, qui était devenu un mentor et un ami. En atterrissant à Munich, Élise fut accueillie par un comité inattendu. Pierre, accompagné de Madame Mireille, qui avait volé depuis la France spécialement pour ce moment, et un groupe d'élèves de l'Institut, chacune portant une fleur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, émue par l'accueil. Pierre s'approcha, s'agenouillant devant elle au milieu du hall de l'aéroport. « Élise, tu m'as appris que l'amour véritable est celui qui non seulement nous complète, mais nous inspire à être meilleurs, qui transforme non seulement notre vie, mais la vie de tous ceux qui nous entourent. » Sortant une petite boîte de sa poche, il continua. « Veux-tu construire cet avenir à mes côtés ?» Les larmes aux yeux d'Élise reflétaient non seulement l'émotion du moment, mais tout son parcours jusqu'ici. La bague que Pierre lui offrait était simple et élégante, avec un petit saphir qui rappelait la couleur de son ancien uniforme de femme de ménage. « Oui, » répondit-elle, dans toutes les langues qu'elle connaissait, faisant rire et applaudir tout le monde. Ce soir-là, lors d'une petite célébration dans le jardin du palais, Élise observait les personnes qui étaient devenues sa famille. Pierre, organisant le buffet avec des plats internationaux qu'il avait préparés spécialement pour l'occasion, Madame Mireille, conversant avec animation avec Véronique sur de nouveaux projets. Juliette enseignant des mots en français à un groupe de réfugiés syriennes. « Savez-vous ce qui me rend le plus fier ?» commenta François Leblanc, s'approchant avec une coupe de champagne. « Voir comment vous avez transformé un moment d'opportunité en un mouvement de changement global. » Élise sourit, touchant doucement la bague à son doigt. La véritable transformation se produit quand nous apprenons à traduire les rêves en réalité, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Tandis que la nuit avançait, Élise s'accorda un moment de réflexion. Son chemin avait commencé par un simple désir d'apprendre l'allemand, mais s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Chaque obstacle surmonté, chaque préjugé vaincu, chaque vie touchée, faisait partie d'une histoire qui continuait à s'écrire non seulement en différentes langues, mais en infinies possibilités de transformation. Le salon d'événements du Palais Munich avait été transformé en un véritable jardin d'hiver. Élise supervisait les derniers préparatifs pour un événement spécial, la remise des diplômes de la première promotion internationale de l'Institut Horizon après le partenariat avec l'ONU. La cérémonie coïnciderait avec sa fête prénuptiale, une surprise organisée par ses élèves. « Vous êtes sûr de ne pas préférer faire des événements séparés ?» demanda Véronique,
maintenant sa principale conseillère à l'Institut. Après tout, c'est votre fête prénuptiale. Élise sourit, ajustant un arrangement floral. Quelle meilleure façon de célébrer amour et transformation qu'ensemble. De plus, chacune de ces femmes fait partie de mon histoire. La salle commença à se remplir de femmes de différentes nationalités, toutes vêtues de tenues traditionnelles de leur pays. Parmi elles, des réfugiés qui travaillaient maintenant comme interprètes, d'anciennes employées d'hôtel devenues directrices et de jeunes étudiantes qui rêvaient de carrières internationales. Juliette, désormais directrice exécutive de la filiale française de l'Institut, monta sur scène pour ouvrir l'événement. Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'une remise de diplôme ou une fête prénuptiale. Nous célébrons le pouvoir de la transformation par l'éducation et l'amour. Une présentation de diapositives commença à défiler sur l'écran géant. Des photos d'Élise dans son uniforme de femme de ménage, étudiant l'allemand pendant ses pauses. Des images des premiers cours du projet. Des moments marquants de l'expansion de l'Institut. Chaque photo racontait une histoire de persévérance et de dépassement. Madame Mireille, devenue coordinatrice du programme de mentorat, se leva pour parler. Quand Élise commençait ses études d'allemand, beaucoup pensaient que c'était une perte de temps. Aujourd'hui, je comprends qu'elle n'apprenait pas seulement une langue, elle construisait un chemin pour que d'autres femmes puissent rêver. La surprise de l'après-midi vint quand une délégation de l'UNESCO entra dans la salle. La représentante portait un document officiel. L'Institut Horizon avait été choisi pour recevoir un prix spécial pour sa contribution à l'éducation et à l'autonomisation des femmes à l'échelle mondiale. Cette reconnaissance, annonça la représentante, n'est pas seulement pour le nombre de vies transformées, mais pour la façon innovante dont l'Institut connecte éducation, culture et opportunités professionnelles. Élise, émue, observait ses élèves. Chacune d'elles portait une histoire unique de dépassement. Amira, une réfugiée syrienne, coordonnait maintenant le programme d'accueil des immigrés. Sophie, ancienne femme de chambre du Palais Paris, était devenue directrice des ressources humaines. Toutes étaient des témoins vivants du pouvoir de l'éducation. Pierre arriva en fin d'après-midi, apportant une surprise. Il avait créé un menu spécial pour le mariage qui incorporait des plats typiques de tous les pays représentés à l'Institut. « Chaque saveur raconte une histoire », expliqua-t-il, « tout comme chaque langue que tu enseignes ouvre un nouveau monde de possibilités. » Durant la célébration, Élise reçut un appel spécial. C'était le professeur Lambert, son premier professeur d'allemand, maintenant retraité. « Meine liebe Élise, dit-il d'une voix émue, tu as transformé un simple cours de langue en un mouvement mondial de changement. » Parmi les cadeaux reçus, l'un se distinguait, un livre artisanal, créé par les élèves, contenant des histoires de transformation écrites en différentes langues. Sur la première page, une phrase en allemand écrite par Élise des années auparavant dans son cahier d'études, « Träume kennen keine Grenzen » ». Les rêves ne connaissent pas de frontières. Véronique, observant Élise feuilleter le livre, les larmes aux yeux, commenta « Savez-vous ce que j'admire le plus chez vous ? Votre capacité à transformer chaque réussite personnelle en une opportunité pour que d'autres personnes brillent. » La soirée avançait, et la salle était maintenant pleine de musique et de danse. Des femmes de différentes cultures partagèrent leurs traditions, créant une célébration véritablement multiculturelle. Élise dansait avec ses élèves, chaque mouvement une expression de joie et de liberté. Dans un moment de calme, elle s'éloigna vers la terrasse de la salle. Le soleil se couchait sur Munich peignant le ciel de tons roses et or. Pierre la trouva là, l'enveloppant dans une étreinte affectueuse. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À combien la vie est généreuse quand nous ouvrons notre cœur pour servir » répondit-elle. « Chaque obstacle que j'ai affronté m'a préparé à aider d'autres personnes à surmonter leurs propres défis. » Le son des rires attira son attention vers la salle. Juliette enseignait des mots en français à un groupe d'élèves allemandes, tandis que Madame Mireille partageait des histoires des premiers jours du projet avec les nouvelles coordinatrices. « Tu vois » sourit Élise à Pierre. « L'amour a de nombreuses langues, mais toutes parlent de transformation. » Cette nuit-là, dans son journal, Élise écrivit « Aujourd'hui, j'ai compris que le véritable succès ne consiste pas seulement à réaliser nos rêves, mais à créer des espaces où d'autres peuvent rêver aussi. Chaque langue que j'ai apprise a été une porte qui s'est ouverte, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui viendraient après. »
Le mariage d'Élise et Pierre était prévu dans le jardin du palais Munich, un espace qui symbolisait parfaitement l'union entre tradition et transformation. Le matin du grand jour, alors que les dernières décorations étaient ajustées, Élise recevait une nouvelle extraordinaire dans son bureau. « Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé », s'exclama Véronique, entrant précipitamment dans la pièce. « Le programme de l'Institut sera mis en œuvre dans tous les camps de réfugiés d'Europe. » Élise embrassa son amie, se souvenant comment leur relation avait changé depuis les premiers jours tendus à l'hôtel, et dire que nous avons commencé avec des cours d'anglais de base pour les employés du palais. La préparation du mariage reflétait l'essence de l'Institut Horizon. La cérémonie serait conduite en 5 langues, avec traduction simultanée assurée par des élèves du programme. Le menu créé par Pierre célébrait la diversité culturelle des bénéficiaires de l'Institut, avec des plats de différents pays préparés par des chefs formés dans le programme de gastronomie. Dans sa chambre à l'hôtel, pendant qu'elle se préparait pour la cérémonie, Élise reçut une visite spéciale. Un groupe de ses premières élèves, dont Juliette, avait préparé une surprise. Chacune apporta un objet significatif représentant son parcours de transformation. « C'était mon premier dictionnaire d'anglais », dit Juliette émue. « Aujourd'hui, je coordonne des programmes internationaux et je parle 5 langues. Tout a commencé parce que vous nous avez montré que les rêves n'ont pas de frontières. » Amira, la réfugiée syrienne qui dirigeait maintenant le programme, d'accueil apporta son premier badge du palais. « Vous ne nous avez pas seulement enseigné des langues, Élise. Vous nous avez appris à croire en notre propre force. » Pendant que le maquilleur donnait les dernières retouches, Élise recevait des messages de soutien du monde entier. François Leblanc, qui serait son témoin avec Véronique, envoya une photo du nouveau centre de formation de l'Institut en construction à Dubaï. Le professeur Lambert, bien qu'il ne puisse être présent physiquement en raison de son âge, avancé envoya un message vidéo. « Mein beste Schülerin, vous avez prouvé que le véritable apprentissage va au-delà des mots. Il transforme des vies. » Le jardin du palais était magnifiquement décoré de fleurs blanches et bleues, couleurs qui rappelaient l'ancien uniforme d'Élise. Les invités, venus de différentes parties du monde, formaient une mosaïque colorée de cultures et de traditions. Pierre attendait à l'hôtel, ému, portant une broche spéciale créée par les élèves de l'Institut, un petit globe avec l'inscription « Amour dans toutes les langues ». À ses côtés, des chefs de différentes nationalités qui s'étaient formés dans son programme de gastronomie sociale souriaient fièrement. Quand Élise commença sa marche vers l'hôtel, conduite par François Leblanc, la musique qui jouait était une composition spéciale, un arrangement qui mélangeait des mélodies traditionnelles de tous les pays où l'Institut opérait. Madame Mireille, assise au premier rang, tenait un mouchoir brodé avec les mots « Famille Horizon » en diverses langues. À ses côtés, des coordinatrices du programme de différents pays partageaient des sourires émus. L'officiant, un ami de Pierre qui avait appris des phrases en 5 langues spécialement pour la cérémonie, commença en parlant de comment l'amour comme la connaissance a le pouvoir de transcender les frontières et de transformer les réalités. Pendant l'échange des vœux, Élise et Pierre surprirent tout le monde. Chacun fit ses vœux dans une langue différente, symbolisant comment leur amour avait grandi à travers les différences et le respect mutuel. « Mon amour pour toi, » dit Élise en allemand, « est comme la première langue que j'ai apprise. Difficile, au début, mais capable d'ouvrir tout un monde de possibilités. » Pierre répondit en français avec des mots qui touchèrent le cœur de tous. « Tu m'as appris que l'amour véritable est comme un bon plat. Il a besoin d'ingrédients divers pour créer quelque chose d'extraordinaire. » La célébration qui suivit fut un festival de culture. Des danses traditionnelles de différents pays se mélangeaient, créant une atmosphère de joie et d'union. Les tables étaient identifiées avec des mots d'amour en différentes langues, et chaque plat servi racontait une histoire de transformation. Au moment du toast, Véronique surprit tout le monde en faisant son discours en français, langue qu'elle avait commencé à apprendre secrètement. Élise nous a enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais impossible de transformer des obstacles en opportunités. Tandis qu'elle dansait avec Pierre sous les étoiles de Munich, Élise observait l'environnement autour d'elle. Des élèves de l'Institut devenus leaders, des réfugiés qui avaient trouvé un nouveau foyer, des femmes qui avaient transformé leur vie grâce à l'éducation.
Chacune d'elles faisait partie de son histoire. Chacune portait un peu du rêve qui avait commencé dans un couloir d'hôtel. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» murmura Pierre à son oreille. « Comment tu transformes chaque moment personnel en une opportunité de célébrer et d'élever les autres. » Élise sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « L'amour est la langue universelle que nous comprenons tous, » répondit-elle. « Et quand nous le partageons, il se multiplie en infini. Possibilité de transformation. » La lune de miel d'Élise et Pierre ne serait pas conventionnelle. Ils le savaient depuis le début de la planification. L'itinéraire incluait des escales dans 5 pays où l'Institut Horizon étendait ses opérations, combinant des moments romantiques avec la mission qui était devenue une partie fondamentale de leur vie. Leur première escale fut Athènes, où le coucher de soleil sur l'acropole créait un cadre parfait pour le couple, tandis qu'ils savouraient un verre de vin dans un restaurant avec vue sur le Parthénon. Élise reçut une nouvelle passionnante. Le gouvernement grec avait approuvé la mise en œuvre du programme de l'Institut dans toutes ces îles accueillant des réfugiés. « Je ne peux m'empêcher de penser à combien de vies nous pouvons impacter », commenta Élise, ses yeux brillants du reflet des lumières anciennes de la ville. Pierre sourit, tenant sa main. « Et c'est pour ça que je suis tombé, amoureux de toi. Ton cœur est toujours ouvert pour transformer chaque opportunité en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Le lendemain matin, avant de partir pour leur prochaine destination, ils visitèrent un camp de réfugiés dans les environs d'Athènes. Là, Élise rencontra Yasmine, une jeune Syrienne qui avait appris le grec et l'anglais grâce au programme pilote de l'Institut. « Avant l'Institut, je me sentais invisible », partagea Yasmine en anglais courant. « Maintenant, je travaille comme interprète et aide d'autres femmes à trouver leur voie. » L'étape suivante fut Istanbul, où l'Institut établissait un partenariat avec des universités locales. Entre les visites de Sainte-Sophie et du Grand Bazar, Élise et Pierre participèrent à l'inauguration d'un nouveau centre de formation. « Cet espace sera plus qu'une école de langue », annonça Élise pendant la cérémonie, alternant entre le turc et l'anglais. « Ce sera un lieu où les rêves prennent des ailes grâce à l'éducation. » Pierre, qui avait préparé un buffet spécial pour l'événement, incorporant des saveurs locales avec des techniques internationales, observait fièrement sa femme captiver l'audience. Son programme de gastronomie sociale serait maintenant intégré au curriculum de l'Institut, offrant un outil supplémentaire d'autonomisation. À Dubaï, leur 3e escale, le contraste entre tradition et modernité servait de toile de fond à un moment significatif. L'Institut avait été invité à développer un programme spécifique pour les femmes émiraties qui souhaitèrent travailler sur le marché international. Lors d'un dîner romantique dans le désert, sous un ciel étoilé, Élise partagea avec Pierre ses réflexions. « C'est incroyable comment chaque culture nous enseigne une nouvelle façon de voir le monde. Chaque langue que j'apprends me montre une nouvelle perspective d'amour et de compréhension. » Le voyage continua vers Singapour, où l'Institut établissait son premier hub technologique. La cité-État serait le centre de développement d'une plateforme digitale qui permettrait d'atteindre des élèves dans des zones reculées. « Imagine », expliqua Élise lors d'une présentation aux investisseurs locaux, « une femme dans un petit village en Inde pourra avoir accès à des cours de langue et du mentorat professionnel via son téléphone mobile. » Pierre, qui était devenu non seulement son mari mais un partenaire actif dans les projets de l'Institut, ajouta « Et à travers le programme de gastronomie digitale, nous pourrons préserver et partager des traditions culinaires, créant des opportunités d'entrepreneuriat. » La dernière escale fut Tokyo, où le contraste entre l'agitation de la ville et la sérénité des temples offrait des moments uniques de réflexion. Dans un jardin traditionnel, pendant qu'ils participaient à une cérémonie du thé, Élise reçut un message de Véronique. « La Banque mondiale a approuvé. Nous allons recevoir un financement pour étendre le programme à 50 pays supplémentaires dans les 3 prochaines années. » La nouvelle était extraordinaire, mais à ce moment-là, Élise était plus touchée par quelque chose qu'elle avait vu plus tôt. Lors d'une visite à un centre de formation local, une dame âgée japonaise s'était approchée d'elle. « Ma petite fille est dans le programme », dit-elle à travers une interprète. « Pour la première fois en génération, les femmes de notre famille peuvent rêver au-delà des attentes traditionnelles. » Le soir, dans leur chambre avec vue sur le Mont Fuji, Élise et Pierre planifièrent les prochaines étapes.
Ce n'étaient pas seulement des plans de couple, mais des rêves partagés de transformation globale. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire ?» réfléchit Pierre, tandis qu'ils admiraient la vue nocturne. « Comment nous avons transformé notre lune de miel en un voyage de sens sans perdre la magie de la romance. » Élise sourit, se blottissant dans ses bras. Chaque lieu que nous visitons, chaque personne que nous rencontrons, chaque histoire que nous entendons, tout cela fait partie de notre amour. Un amour qui grandit quand il est partagé. Dans son journal de voyage, Élise écrivit ce soir-là. « Notre lune de miel n'a pas été seulement une célébration de l'amour entre deux personnes. Ce fut une célébration de l'amour dans sa forme la plus large, celui qui transcende les frontières, brise les barrières et transforme des vies. Chaque tampon dans notre passeport représente non seulement une destination, mais un nouveau chapitre dans l'histoire que nous écrivons ensemble, une histoire qui parle toutes les langues du cœur. » Le retour à Munich apporta non seulement des souvenirs précieux de la lune de miel, mais aussi une nouvelle énergie pour les projets de l'Institut Horizon. L'appartement d'Élise et Pierre, avec vue sur le jardin anglais, s'était transformé en un foyer qui mélangeait des éléments de toutes les cultures qu'ils avaient connues pendant leur voyage. Le premier matin après leur retour, tandis que Pierre préparait un petit déjeuner fusionnant des saveurs internationales, Élise organisait les photos et notes du voyage. Chaque image racontait une histoire de transformation. Des femmes réfugiées en Grèce, apprenant de nouvelles langues, des femmes d'affaires émiraties, élargissant leurs horizons, des jeunes japonaises brisant des barrières culturelles. « Regarde ça, dit-elle, montrant à Pierre une photo du groupe d'élèves à Singapour. Elles ont déjà commencé à mettre en œuvre le projet que nous avons discuté pendant notre visite. Elles développent une application pour connecter des mentors et des élèves de différents pays. Le téléphone sonna. C'était Juliette, avec des nouvelles de France. « Élise, vous n'allez pas le croire, Marie, celle qui a commencé comme réceptionniste, elle vient d'être promue directrice des relations internationales du Palais Paris. » Les bonnes nouvelles continuaient d'arriver. Véronique, maintenant directrice mondiale des partenariats de l'Institut, avait organisé une visioconférence avec des représentants des 50 nouveaux pays qui recevraient le programme. L'expansion serait plus grande qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. « Nous devons penser à quelque chose de différent », réfléchit Élise pendant la réunion virtuelle. Chaque culture a ses particularités, ses besoins spécifiques. Nous ne pouvons pas simplement répliquer le même modèle partout. C'est ainsi que naquit le concept Horizon culturel, une adaptation du programme qui respectait et incorporait des éléments culturels locaux dans chaque nouveau pays. Pierre contribua avec son expertise, développant une composante gastronomique qui célébrait les traditions culinaires comme forme de préservation culturelle et de génération de revenus. Dans son bureau au palais, Élise recevait une visite importante. Des représentants de l'UNESCO étaient venus discuter de l'inclusion du programme de l'Institut comme modèle de référence en éducation transformatrice. « Ce qui nous impressionne le plus, » commenta l'une des représentantes, « c'est comment vous parvenez à maintenir l'essence du programme tout en l'adaptant à différentes réalités culturelles. » Pendant la réunion, une nouvelle inattendue arriva via Madame Mireille. Juliette avait été nominée pour un prix international de leadership jeunesse. Son histoire, de fille de gouvernante à directrice exécutive, avait inspiré des milliers de jeunes dans des situations similaires. Le soir, lors d'un dîner intime que Pierre avait préparé, Élise partagea une surprise qu'elle gardait depuis le voyage. « Je suis enceinte. Nous allons avoir des jumeaux. » La nouvelle remplit l'appartement de joie et de projets pour l'avenir. Pierre, ému, imaginait déjà comment il transmettrait sa passion pour la gastronomie aux enfants. Élise rêvait des différentes cultures et langues qui feraient partie de la vie des enfants dès le début. « Nos enfants vont grandir en comprenant que le monde est bien plus grand que des frontières géographiques, » dit Pierre embrassant Élise. Le lendemain matin, lors d'une réunion du conseil de l'Institut, Élise annonça non seulement sa grossesse, mais aussi une nouvelle initiative, le programme Prochaine Génération, axé sur l'éducation multiculturelle pour les enfants des communautés vulnérables. « La véritable transformation commence avec les nouvelles générations, » expliqua-t-elle. « Nous voulons créer un monde où les enfants de toutes origines peuvent rêver sans limite. » François Leblanc, qui était devenu une figure paternelle pour Élise,
fut le premier à se lever et applaudir. Vous n'avez pas seulement transformé une chaîne d'hôtels, Élise, vous avez créé un mouvement mondial de changement. Dans son journal ce soir-là, Élise écrivit « La vie a une façon extraordinaire d'élargir nos horizons. Quand j'ai commencé à étudier l'allemand dans ces couloirs d'hôtel, je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, attendant des jumeaux, dirigeant un mouvement mondial de transformation. Mais maintenant je comprends. Chaque mot que j'ai appris, chaque obstacle que j'ai surmonté, chaque personne que j'ai rencontrée m'a préparé non seulement à changer ma propre histoire, mais à aider d'autres à réécrire les leurs. » Le soleil se couchait sur Munich, peignant le ciel de tons roses et dorés. Élise et Pierre étaient sur la terrasse de leur appartement, savourant un thé qu'ils avaient rapporté du Japon. En bas, dans le jardin du palais, un groupe de nouvelles élèves de l'Institut participait à leur premier cours. « Écoute, » dit Élise, souriant, « elles apprennent à se présenter en 5 langues différentes. » Pierre l'enlaça par derrière, ses mains reposant doucement sur son ventre. « Et nos enfants vont grandir en sachant que chaque langue est une nouvelle façon de dire « je crois en toi ». Le bureau d'Élise au palais avait subi une petite transformation. Un coin accueillant abritait maintenant un canapé confortable où elle pouvait se reposer entre les réunions, et une petite bibliothèque infantile multilingue commençait à prendre forme. À 6 mois de grossesse, portant les jumeaux, elle découvrait de nouvelles façons de diriger et d'inspirer. « Nous devons repenser nos programmes », expliqua-t-elle lors d'une visioconférence avec des coordinatrices de différents pays. Sa main caressait doucement son ventre tandis qu'elle parlait. Combien de femmes talentueuses abandonnent leurs rêves parce qu'elles n'ont pas de soutien pendant la maternité? C'est ainsi que naquit le projet Mères sans frontières, une nouvelle branche de l'Institut Horizon spécifiquement axée sur les mères souhaitant retourner sur le marché du travail ou créer leur propre entreprise. Le programme inclurait des crèches dans les unités de l'Institut, des horaires d'études flexibles et un mentorat spécialisé. Madame Mireille, qui avait voyagé de France pour passer quelques semaines avec Élise, apporta avec elle des histoires qui renforçaient la nécessité du nouveau projet. « Je me souviens de combien d'employés de l'hôtel ont dû renoncer à étudier parce qu'elles n'avaient personne à qui confier leurs enfants », partagea-t-elle lors d'un déjeuner spécial préparé par Pierre. La nouvelle du nouveau programme se répandit rapidement. En moins d'1 mois, plus de 5000 mères de différents pays s'étaient inscrites. Véronique, qui coordonnait les partenariats internationaux, apporta une proposition enthousiasmante. De grandes entreprises étaient intéressées à créer des programmes de stage spécifiques pour les mères retournant sur le marché du travail. « C'est incroyable comme votre grossesse inspire des changements structurels à l'Institut », commenta Véronique lors d'une réunion stratégique. « Vous avez toujours transformé les défis personnels en opportunités d'impact collectif. » Un après-midi, alors qu'elle participait à un examen médical, Élise reçut un message émouvant. L'une des premières élèves du programme dans le camp de réfugiés en Grèce avait été acceptée dans un programme de master en relations internationales, la même formation qu'Élise avait. « Quand j'ai appris que vous étiez enceinte et que vous continuiez à diriger l'Institut, » écrivait l'élève, « j'ai réalisé que maternité et réalisation professionnelle n'avaient pas besoin d'être des choix qui s'excluent mutuellement. » À la maison, Pierre avait transformé la cuisine en un laboratoire de nutrition multiculturelle. Il recherchait et préparait des plats traditionnels de différents pays, les adaptant aux besoins de la grossesse d'Élise. « Nos enfants reçoivent déjà des cours de gastronomie internationale », plaisantait-il. Le couple avait décidé de ne pas découvrir le sexe des bébés, mais avait déjà choisi des prénoms qui fonctionnaient dans différentes langues et cultures. Le soir, Élise lisait des histoires en diverses langues à son ventre tandis que Pierre jouait des musiques traditionnelles de différents pays sur sa guitare. Un matin, pendant une importante présentation au conseil de l'Institut, Élise sentit les bébés bouger de façon particulièrement active. Elle discutait de la mise en œuvre du projet Mères sans frontières quand elle dut faire une pause émue. « Excusez-moi, sourit-elle, il semble que les jumeaux veuillent aussi participer à la réunion. » François Leblanc, qui était présent, profita du moment pour faire une annonce surprise. Le conseil avait approuvé la construction de centres de développement infantile dans toutes les unités de l'Institut Horizon. Ces espaces, expliqua-t-il, seront plus que des crèches. Ce seront des centres d'éducation multiculturelle précoce où les enfants de nos élèves pourront apprendre différentes langues et cultures dès leur plus jeune âge.
La nouvelle émut profondément Élise. « C'est ainsi que nous changeons le monde », dit-elle, une génération à la fois. Juliette, qui suivait la réunion par visioconférence depuis la France, partagea qu'il y avait déjà une liste d'attente de professeurs multilingues intéressés à travailler dans les nouveaux centres pour enfants. Beaucoup étaient d'anciennes élèves de l'Institut qui s'étaient spécialisées dans l'éducation infantile. Le soir, dans son appartement avec vue sur le jardin anglais, Élise travaillait sur son journal. Pierre avait préparé une tisane spéciale avec des herbes que sa grand-mère normande utilisait pour les femmes enceintes et l'arôme remplissait l'environnement de façon accueillante. « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de profond », écrivit-elle. « Chaque battement du cœur de mes enfants est comme une nouvelle langue que j'apprends, une nouvelle façon de comprendre l'amour, le soin et la transformation. Et tout comme chaque langue que j'ai apprise a ouvert des portes pour d'autres personnes, cette nouvelle expérience ouvre des chemins pour des mères du monde entier. » Dans le jardin du palais, visible depuis sa terrasse, un groupe d'élèves du programme du soir suivait un cours. Parmi elles, Élise reconnut plusieurs femmes enceintes et mères avec de jeunes enfants, toutes bénéficiaires du nouveau projet. Le son de leur voix, pratiquant différentes langues, se mêlait au rire des enfants dans l'espace infantile récemment créé. « Écoute, » dit Élise à Pierre, guidant sa main jusqu'à un point précis de son ventre où l'un des bébés donnait un coup. « Je pense que nous avons de futurs polyglottes ici. » Pierre sourit, embrassant son front. « Ils apprennent déjà la langue la plus importante de toutes, celle de l'amour sans frontières. » Le 8e mois de grossesse d'Élise coïncida avec un moment historique pour l'Institut Horizon. Le projet Mères sans frontières s'était étendu à 30 pays et les premiers centres de développement infantile commençaient à fonctionner. Dans son bureau maintenant adapté à son confort pendant la gestation, elle conduisait une série d'interviews avec des médias internationaux. Comment équilibrez-vous la direction d'un mouvement mondial avec l'attente des jumeaux ? Demanda une journaliste du Financial Times. Élise sourit, caressant son ventre proéminent. J'ai appris que le véritable leadership consiste à créer des espaces où tous peuvent s'épanouir. Ma grossesse m'a enseigné de nouvelles façons de le faire. L'Institut était devenu un exemple d'environnement de travail favorable à la maternité. Des salles d'allaitement, des horaires flexibles et un soutien psychologique pour les femmes. Enceintes et les mères faisaient partie de la nouvelle structure. Le modèle était étudié et répliqué par des entreprises du monde entier. Un après-midi, alors qu'elle participait à une réunion virtuelle avec des coordinatrices d'Asie, Élise reçut une visite inattendue. Une délégation de femmes du programme de réfugiés avait préparé une célébration spéciale. Une cérémonie de bénédiction multiculturelle. Dans notre culture, expliqua Amira, la coordinatrice syrienne, nous croyons que chaque femme qui bénit un bébé à naître lui transmet un don spécial. Le salon d'événements du palais se transforma en une mosaïque de traditions. Des femmes de différentes nationalités apportèrent des bénédictions, des berceuses et des cadeaux typiques de leur culture. Chacune parlait dans sa langue maternelle, mais l'amour et la gratitude transcendaient toute barrière linguistique. Pierre, qui avait préparé un buffet spécial incorporant des plats traditionnellement offerts aux femmes enceintes dans différents pays, observait ému. « Tu vois, nos enfants ont déjà une famille mondiale. » Pendant la célébration, Véronique présenta une surprise. Un livre numérique collaboratif avec des berceuses dans toutes les langues enseignées à l'Institut, chacune avec son histoire et sa signification culturelle. « Pour que vos enfants grandissent bercés par la diversité du monde, » dit-elle, offrant le cadeau. Le lendemain, lors d'une réunion du conseil, Élise présenta sa plus récente initiative, le programme Premiers pas globaux, axé sur l'éducation infantile multiculturelle. Le projet offrirait une formation aux éducatrices intéressées par l'enseignement des langues aux jeunes enfants. Imaginez une génération qui grandit en comprenant naturellement que les différences culturelles sont des cadeaux, pas des barrières, expliqua-t-elle, sa voix chargée d'émotion. François Leblanc, qui allait bientôt devenir une sorte de grand-père adoptif pour les jumeaux, annonça que le Palais international créerait un fonds spécial pour garantir des bourses d'études aux enfants des employés dans tous les hôtels du réseau. Le soir, dans son appartement, Élise organisait la chambre des bébés, un espace qui reflétait la mission de sa vie. Les murs étaient décorés de cartes et de phrases inspirantes
en différentes langues. Une bibliothèque infantile multilingue occupait tout un mur avec des livres envoyés par des élèves de l'Institut du monde entier. Chaque histoire ici, expliqua-t-elle à Pierre, représente une femme qui a transformé sa vie grâce à l'éducation. Un coup fort dans son ventre la fit sourire. Je crois qu'ils choisissent déjà quelle langue ils vont apprendre en premier. Pierre, qui arrangeait de petits pots d'épices de différents pays dans la chambre pour que les bébés grandissent familiarisés avec les arômes du monde entier, l'enlaça par derrière. Ils naissent déjà citoyens du monde. Ce soir-là, Élise reçut un message spécial de Juliette. Le programme français avait atteint le cap de 1000 mères diplômées, beaucoup d'entre elles déjà employées à des postes internationaux. « Vous ne nous avez pas seulement enseigné de nouvelles langues, » écrivit Juliette. « Vous nous avez enseigné le langage de la possibilité. » Dans son journal, Élise écrivit ses réflexions sur ce moment unique de sa vie, être enceinte. Tout en dirigeant l'Institut, m'a fait comprendre encore plus profondément notre mission. Chaque femme porte en elle le potentiel de générer non seulement la vie, mais la transformation. Parfois, tout ce dont elle a besoin est que quelqu'un croie en elle et lui donne les bons outils pour s'épanouir. Le soleil se couchait sur Munich, et Élise observait depuis la terrasse les élèves du programme du soir arrivant avec leurs enfants. Le nouvel espace pour enfants était plein de vie et de rire. Des enfants de différentes nationalités jouaient ensemble, échangeant des mots en diverses langues, tandis que leurs mères étudiaient. « Tu vois » dit-elle à Pierre, guidant sa main jusqu'où l'un des bébés bougeait. « L'avenir dont nous rêvons se produit déjà. Et nos enfants en feront partie, répondit-il, embrassant son front, partie d'un monde où l'amour et la compréhension parlent toutes les langues. » Le printemps munichois était particulièrement vibrant ce matin-là, quand Élise ressentit les premières contractions. C'était comme si la nature savait que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. À l'hôpital, l'équipe médicale fut surprise d'entendre différentes langues résonner dans le couloir, des élèves et des coordinatrices. De l'Institut Horizon avait créé un système de rotation pour soutenir la famille. Pierre, qui venait d'inaugurer un café multiculturel géré par des diplômés du programme de gastronomie de l'Institut, était aux côtés d'Élise, murmurant des mots d'amour en français, tandis qu'elle alternait entre différentes langues pendant le travail, un reflet de comment son esprit fonctionnait même dans les moments les plus intenses. « Vous vous débrouillez très bien », encourageait la médecin, une ancienne élève du programme qui s'était spécialisée en Allemagne. « Vos bébés sont impatients de connaître le monde que vous avez aidé à transformer. » Après des heures d'attente, les pleurs des jumeaux résonnèrent finalement dans la salle. Sophie et Michel arrivèrent au monde à quelques minutes d'intervalle, en bonne santé et vigoureux. Élise pleura d'émotion en voyant ses enfants pour la première fois. Deux vies qui représentaient l'union des mondes, des cultures et des rêves. « Bienvenue, mes amours », murmura-t-elle en 5 langues différentes, tandis que les bébés étaient placés dans ses bras. Pierre, ému, filmait le moment pour le partager avec la famille mondiale qu'ils avaient construite. Dans le couloir de l'hôpital, une célébration silencieuse se formait. Véronique coordonnait un groupe de femmes qui préparaient une surprise spéciale. Un mur avec des messages de bienvenue écrits en dizaines de langues différentes, envoyés par des élèves de l'Institut du monde entier. Madame Mireille, qui était arrivée de France dès qu'elle avait appris le début du travail, entra dans la chambre portant 2 petits paquets. Des couvertures artisanales faites par des élèves du programme d'artisanat de l'Institut, chacune brodée de mots, de bénédictions en différentes langues. « Ce ne sont pas seulement vos petits-enfants de cœur, » dit-elle émue. « Ce sont les petits-enfants de nous toutes qui faisons partie de cette histoire de transformation. » Les jours à l'hôpital furent marqués par des visites spéciales. Juliette arriva de France apportant des cadeaux des premières élèves du programme, de petits trésors qui racontèrent des histoires de dépassement. François Leblanc, maintenant un grand-père gâteux, ne pouvait contenir ses larmes en tenant les bébés pour la première fois. « Vous êtes la prochaine génération de transformateurs de vie, » dit-il aux petits. « Vous êtes nés dans un monde que votre mère a aidé à rendre plus accueillant et plus juste. » Une semaine après la naissance des jumeaux, Élise reçut une nouvelle extraordinaire dans sa chambre d'hôpital. Le projet Mères sans frontières avait été sélectionné par l'ONU comme modèle mondial de programme de soutien à la maternité et au développement professionnel. Le succès était tel que des entreprises et des gouvernements de divers
pays sollicitait des consultations pour mettre en œuvre des initiatives similaires. Tu vois, sourit Élise à Pierre tandis qu'elle allaitait Sophie. Même en cela, l'Institut fait l'histoire. Nous changeons la façon dont le monde perçoit la maternité dans l'environnement professionnel. Le retour à la maison fut une célébration à part entière. L'appartement était décoré de fleurs envoyées par des élèves et des partenaires de l'Institut des quatre coins du monde. Dans la bibliothèque de la chambre des bébés, de nouveaux livres pour enfants multilingues avaient été ajoutés, chacun avec une dédicace spéciale. Pierre avait préparé l'environnement avec un soin particulier. La cuisine était approvisionnée en aliments traditionnels pour le postpartum de différentes cultures, envoyés par des chefs formés dans son programme. L'arôme d'herbes et d'épices créait une atmosphère accueillante et multiculturelle. Durant les premières semaines, Élise découvrit une nouvelle façon de diriger. Avec les bébés dans les bras, elle participait à des visioconférences et conduisait des réunions de l'Institut, montrant dans la pratique comment il était possible de concilier maternité et carrière. Son expérience personnelle inspirait des changements dans les politiques d'entreprise à travers le monde. Chaque défi que nous affrontons en tant que mère, expliqua-t-elle lors d'une interview pour un magazine international, est une opportunité de créer des solutions qui bénéficient à d'autres femmes. L'Institut mit en œuvre de nouvelles politiques de soutien à la maternité, incluant un congé maternité prolongé et des programmes de mentorat spécifiques pour les mères retournant au travail. L'exemple était suivi par des entreprises partenaires dans différents pays. Un après-midi, tandis qu'elle berçait Michel, Élise reçut un message émouvant. Une réfugiée syrienne qui avait commencé le programme alors qu'elle était enceinte venait d'être engagée comme coordinatrice de projet dans une organisation internationale. « Vous m'avez montré qu'être mère n'est pas un obstacle, mais une force », écrivit-elle. Le soir, tandis que les jumeaux dormaient, Élise et Pierre conversaient sur la terrasse, observant les lumières de Munich. Le son doux de berceuses en différentes langues, diffusé par le système audio, créait une atmosphère magique. « Nos enfants sont la preuve vivante que l'amour n'a pas de frontières, » dit Pierre, embrassant Élise. « Ils naissent déjà citoyens d'un monde plus inclusif et accueillant. » Élise sourit, pensant à comment sa vie avait changé depuis ses jours comme femme de ménage, étudiant l'allemand dans les couloirs de l'hôtel. « Chaque mot que j'ai appris, réfléchit-elle, chaque obstacle que j'ai surmonté m'a préparé pour ce moment, pour être non seulement mère, mais une multiplicatrice de possibilités. » Dans la chambre d'enfant, Sophie et Michel dormaient paisiblement, bercés par des bénédictions en dizaines de langues différentes. Leur petit cœur battait au rythme d'une nouvelle génération, une génération qui naîtrait en sachant que les rêves n'ont pas de frontières et que l'amour est la langue universelle qui unit tous les peuples. 1 an après la naissance. Des jumeaux. Le Palais Munich était préparé pour une célébration spéciale. L'Institut Horizon complétait sa première décennie d'existence et Élise avait planifié un événement qui réunirait des personnes de toutes les parties de son extraordinaire parcours. Le salon principal de l'hôtel était transformé en un espace représentant la fusion des cultures. Des stands interactifs montraient des histoires de réussite de l'Institut dans différents pays et un mur digital affichait des messages en temps réel d'élèves et de coordinatrices du monde entier. Sophie et Michel, maintenant âgés d'un Sighting Sound, enchantèrent les invités avec leur sourire et démontrèrent déjà une familiarité avec différentes langues. Même si petits, ils répondaient naturellement aux commandes en français, allemand, anglais, espagnol et italien, reflet de l'environnement multiculturel dans lequel ils grandissaient. « C'est incroyable comme ils comprennent déjà tant de langues », commenta Madame Mireille, maintenant coordinatrice mondiale du programme de mentorat pour les mères. Mais le plus beau est de voir comment ils ne font pas de distinction entre les personnes, peu importe d'où elles viennent. La célébration commença par une cérémonie émouvante. Juliette, devenue une leader internationale en éducation, transformatrice, présenta un documentaire sur l'histoire de l'Institut. Les images montraient Élise dans son uniforme de femme de ménage, étudiant l'allemand dans les couloirs, et suivaient son parcours jusqu'au présent. L'Institut Horizon n'est pas seulement une école de langue, narrait Juliette. C'est un mouvement qui prouve que l'éducation est la clé pour transformer des réalités. Pierre, qui avait coordonné un buffet spécial pour l'événement, présenta des plats préparés par des chefs
formée dans son programme de gastronomie sociale. Chaque recette racontait une histoire de dépassement et d'union culturelle. Pendant la célébration, François Leblanc fit une annonce surprise. Le Palais international créait une université d'entreprise basée sur le modèle de l'Institut Horizon. Le projet offrirait une formation complète en hôtellerie internationale avec des bourses intégrales pour les femmes en situation de vulnérabilité. « Ceci est notre cadeau pour vous, Élise, dit-il ému. Votre héritage continuera à transformer des vies pour des générations. » Véronique, qui était devenue l'une des plus grandes défenseuses de politiques d'inclusion sur le marché d'entreprises européen, présenta les chiffres impressionnants de l'Institut. Plus de 50 000 femmes bénéficiaires dans 70 pays, avec un taux d'employabilité supérieur à 95%. Mais les chiffres ne capturent pas la véritable essence de ce que nous avons construit, dit-elle. La vraie mesure de notre succès se trouve dans les vies transformées, les familles renouvelées, les rêves réalisés. Le moment le plus touchant de la soirée vint quand Élise monta sur scène, portant Sophie, tandis que Pierre amenait Michel. Le couple avait préparé un discours spécial, alternant entre différentes langues, symbolisant l'union des cultures que l'Institut représentait. « Quand j'ai commencé ce voyage, dit Élise, sa voix chargée d'émotion, j'essayais simplement de changer ma propre réalité. Aujourd'hui, je vois que chaque mot que j'ai appris, chaque obstacle que j'ai surmonté, chaque moment de doute et de persévérance n'était pas seulement pour moi. C'était pour créer un chemin que d'autres personnes pourraient suivre. » Les serres. Écran du salon affichait des visioconférences en direct d'élèves et de coordinatrices de différents pays, chacune partageant comment l'Institut avait changé sa vie. Parmi elles se trouvait la première promotion de réfugiés formés en Grèce, maintenant des professionnels établis dans divers pays européens. Le professeur Lambert, déjà très âgé mais encore lucide, participait virtuellement depuis l'Allemagne. « Mais liebe Élise, dit-il ému, vous avez transformé un simple cours d'allemand en un mouvement mondial de transformation. » À la fin de la soirée, Élise réunit toutes les coordinatrices présentes pour une annonce spéciale. L'Institut lançait un programme d'échange mondial pour les enfants des élèves, garantissant que la prochaine génération grandirait avec les mêmes opportunités d'éducation multiculturelle que Sophie et Michel recevaient. Parce que la véritable transformation, expliqua-t-elle, est celle qui continue à travers les générations. Tandis que les invités célébraient, Élise observait la salle avec les yeux embués. Tous les chapitres de son histoire étaient réunis là. Madame Mireille, qui avait douté de ses études d'allemand. Véronique, qui de rivale était devenue alliée et amie. Juliette, sa première inspiration pour le programme. François Leblanc, qui avait vu du potentiel là où d'autres ne voyaient qu'une femme de ménage. Pierre s'approcha avec les jumeaux, qui dormaient déjà paisiblement dans ses bras. « Regarde-les » murmura-t-il. « Ils naissent déjà en sachant que le monde est bien plus grand que n'importe quelle frontière. » Élise sourit, touchant doucement les visages de ses enfants. Ils sont la preuve vivante que l'amour, l'éducation et la persévérance parlent toutes les langues. Sur le mur du salon, un nouveau panneau digital affichait un message en dizaines de langues différentes. Les horizons ne sont pas des limites, ce sont des invitations à voler plus haut. Et ainsi, sous les lumières de Munich, entourée de sa famille mondiale, Élise comprenait que son voyage n'avait pas été seulement d'apprendre de nouvelles langues,